Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la fin potentielle du conflit Russie-Ukraine et aussi de la position dans laquelle on est dans le cycle économique, et puis voir quelles conséquences ça aura sur nos investissements dans les mois et les années qui viennent. Alors on a eu une déclaration il y a quelques jours de Joe Biden comme quoi les États-Unis devaient diriger le nouvel ordre mondial qui se prépare. Alors ça c'est une vieille lubie des universalistes. Donc c'est basé sur des notions dites de fin de l'histoire. Il y a des auteurs comme Fukuyama et autres qui ont prédit cela, qu'il n'y aurait plus jamais de conflit au sein de l'humanité, que le modèle dit de démocratie libérale allait se répandre dans le monde entier. Évidemment, c'est une utopie complète. Donc on regarde au niveau du conflit Russie-Ukraine, combien de pays ont approuvé les sanctions contre la Russie et se sont rangés dans le bloc, derrière le bloc dit universaliste. Donc ce sont les pays en jaune que vous avez ici. Donc vous avez l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, en gros. Ça représente 1,2 milliard d'habitants sur 8 milliards, à peu près 15% du total de l'humanité. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est à mon avis certainement pas ces 15% qui arriveront à répandre leur vue, à imposer leur vue aux 85% restants. Le souci aujourd'hui, c'est que ces 85% qui sont là, ils produisent l'essentiel des matières premières, l'essentiel des biens agricoles et l'essentiel des produits manufacturés nécessaires à l'humanité. Et donc les pays en jaune, ils ont surtout des services à proposer, donc ils sont en grande partie désindustrialisés et ils dépendent de tous les autres pour proposer leurs services. Réfléchissez bien simplement, imaginez qu'on supprime d'un coup Amazon, Google, Microsoft, Apple et autres, ça poserait pas de gros problèmes à l'humanité. On a très rapidement, c'est très facile de remplacer Amazon par un équivalent, mais qui sera un petit peu moins bien, un petit peu moins performant, mais qui remplirait à peu près les mêmes fonctions. C'est la même chose pour Google. Bon, les produits Apple sont très bons, ça y a aucun doute là-dessus, mais on peut aussi les remplacer plus ou moins. Essayer de remplacer par contre la production pétrolière du Moyen-Orient, vous aurez des conséquences un petit peu plus sérieuses dans la vie de tous les jours de l'humanité. Donc c'est pour ça que les visions universalistes des pays en jaune, à mon avis, elles vont vite se heurter à la réalité des faits. Il y a un autre souci avec les histoires de nouvel ordre mondial, c'est que jusqu'aux années 80, les États-Unis et l'Occident proposaient au monde un modèle qui était vraiment attirant. C'est-à-dire qu'on avait de la prospérité économique, on avait une vraie liberté. Et ça c'était évidemment très motivant pour la plupart des autres pays. Beaucoup de pays aspiraient aussi à rejoindre cela parce qu'il y avait de la prospérité. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le modèle, il est en train de dériver de plus en plus vers du collectivisme. Ça veut dire, on a les délires sur le climat. Il faut faire de la décroissance, il faut se restreindre, il faut se punir. Donc tout ça, c'est vraiment pas un modèle qui va motiver les autres pays à vous rejoindre. Si en plus votre puissance économique est en train de faiblir, et c'est le cas des États-Unis, on va dire que ça fait déjà plus hésiter. Alors le modèle économique des États-Unis aujourd'hui, ce qu'il a proposé au monde, c'est essentiellement d'imprimer des dollars. Vous avez ici le déficit commercial américain, donc des échanges avec les autres pays des États-Unis. C'est principalement imprimer des dollars, faire de la dette publique de plus en plus grande. Donc on distribue aux ménages américains des dollars imprimés que la Banque centrale va racheter. Et avec ça, on achète les biens que tous les autres pays, notamment les pays émergents, produisent. C'est éventuellement, on leur fait en prime des leçons de morale si ce qu'ils font ou si leur mode de gouvernance ne convient pas aux États-Unis, ils ont droit à des remontrances, à des leçons de morale. Donc tout ça, c'est un deal qui est pas vraiment très motivant
pour les autres pays. En échange, les États-Unis ont encore à offrir une certaine protection militaire qui est toute relative, on a vu en Afghanistan récemment, et une certaine avance technologique, effectivement, qui existe encore, mais qui est de plus en plus menacée. Donc voilà pourquoi je pense que les projets de nouvel ordre mondial de Biden vont échouer. Il aura face à lui la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays émergents, le monde musulman. Tous ces pays ont des aspirations qui sont pas forcément les mêmes que celles des États-Unis. Et après, c'est une question de puissance économique entre les États-Unis et le reste du monde dans l'histoire. Au niveau du conflit Russie-Ukraine maintenant, donc ce conflit ne va pas changer grand-chose aux tendances passées, il va juste les accélérer sensiblement. À moyen terme, il y a un pays qui va, à mon avis, être largement bénéficiaire, être le grand vainqueur dans ce conflit en Europe, qui est la Pologne. Bon, la raison est très simple, c'est qu'il y a toute l'Ukraine à reconstruire, on parle de dégâts en centaines de milliards de dollars, et la Pologne est le voisin, l'ami de l'Ukraine, qui est idéalement placé donc pour récupérer une bonne partie des marchés de reconstruction. Donc je pense que dans les années à venir, la Pologne aura un rôle énorme à jouer. C'était un marché qui était déjà favorable pour investir avant le conflit, qui va l'être encore plus après ce conflit. Au début, en fait, je pensais que le président polonais était complètement fou avec ses déclarations de vouloir nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale, de vouloir envoyer des avions de chasse au-dessus de l'Ukraine, voire même d'imposer un blocus aérien. En fait, il n'est pas si fou que ça. C'est même assez malin ce qu'il a fait. Bon, il a fait des déclarations comme ça à l'emporte-pièce, en sachant très bien qu'elle serait refusée par l'OTAN, qui ne voulait pas être engagée dans une troisième guerre mondiale, mais en même temps, il s'est placé en grand ami de l'Ukraine, il s'est fait très bien voir des Ukrainiens, et du coup, ils vont être vraiment idéalement positionnés sur le marché de reconstruction à venir. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des investissements, vous avez des fonds. On peut trouver des ETF polonais sur le marché américain. Il y a VanEck qui en propose, eShare aussi, donc on peut aller là-dessus. Il y a parfois des restrictions d'accès quand même aux investisseurs européens. Sinon, vous avez l'IXOR ou d'autres organismes qui vous proposent des fonds Europe de l'Est, donc Eastern Europe ex-Russia, qui sont essentiellement des fonds polonais. En fait, ces fonds Europe de l'Est, ils sont exposés à 67-68% à la Pologne. Donc, c'est une façon indirecte d'investir sur le marché polonais via des ETF. Bien sûr, dans les lettres de conseil que je propose, je donne régulièrement des idées d'investissement en direct sur le marché polonais avec quelques actions qui sont bien sélectionnées pour leur décote, pour leur intérêt futur. Au-delà de la Pologne, à plus long terme maintenant sur l'Europe, ce qui est à mon avis probable, c'est que on va voir on va dire le modèle de démocratie d'Europe de l'Est progresser vers la Russie. Je pense que Poutine a fait quelques grosses erreurs dans l'histoire. Il a eu peur, en fait, son mouvement était défensif. Il a senti que son régime était menacé avec ce qui s'était passé avant en Géorgie, en Biélorussie, qu'il y avait de plus en plus de révolutions de couleurs autour de lui. Mais il ne pourra pas empêcher la marche de l'histoire. Donc, les Russes ont pas mal voyagé dehors. Ils sont de plus en plus en contact avec le monde extérieur. Et on voit bien qu'il y a des dissensions en ce moment en Russie. Alors je ne sais pas jusqu'à quand son régime va tenir, combien de mois, combien d'années, mais sur le long terme, il est très probable, à mon avis, que la Russie suive la voie des autres pays d'Europe de l'Est. Si c'est le cas, on aura une sorte de super groupe de Visegrad qui va se constituer, avec un bloc Europe de l'Est plus Russie qui va être plus démocratisé, mais qui va garder des vraies valeurs de souverainisme et de libéralisme économique, ce qui est le cas de la Pologne, qui fait le succès de la Pologne, de la Hongrie et d'autres pays en ce moment. Ce super groupe, il va peser 300 millions d'habitants, il va faire un gros contrepoids
aux pays d'Europe de l'Ouest, eux qui sont en espèce de lente dérive vers le collectivisme, hein, le socialisme avec le climat, le wokisme, l'immigration de bas niveau, etc. Et il y aura sans doute une scission entre ces deux blocs. On les voit, on voit d'ailleurs ici c'est un graphique qui montre le nombre de personnes qui sont prêtes à se battre pour leur pays. Vous voyez l'énorme scission entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est ici. Les pays d'Europe de l'Est et la Turquie sont beaucoup plus patriotes, beaucoup plus souverainistes que ceux d'Europe de l'Ouest. Et tout ça, c'est bien normal, c'est le signe que la dérive vers la décroissance, le wokisme n'attire pas grand monde. C'est un modèle personne n'a envie de se battre pour des punitions et de la décroissance en fait en Europe de l'Ouest. Alors qu'en Europe de l'Est, ils ont plus envie de battre parce qu'ils ont un vrai espoir de plus de liberté. Alors comme je vous l'ai dit, Biden va échouer avec son histoire de nouvel ordre mondial. Au contraire, ceux qui vont de plus en plus gagner à l'avenir, ce sont les pays émergents. En plus de la Pologne, donc on a tous les pays émergents d'Asie, le Brésil, l'Amérique latine. Donc tous ces pays-là, à mon avis, sont voués à un bel avenir. Et vous voyez ici, hein, donc les PER moyens des pays émergents en ce moment, c'est la courbe jaune, ils sont relativement bas par rapport à leur moyenne historique et ils sont beaucoup plus bas ici que les marchés américains qui sont complètement surévalués. Donc il y a un vrai potentiel à investir sur ces pays émergents. On peut le faire soit avec des trackers, soit en direct. Donc ici vous avez de nouveau sur le site de yardeni.com des PER moyens prévus, la courbe verte pays émergents. La courbe bleue, c'est l'Europe plus le Japon, en gros, et donc les pays développés d'Asie. Là aussi, les niveaux de valorisation sont relativement raisonnables. Et au contraire, ici, on a les États-Unis qui sont totalement surévalués en ce moment. Alors pour finir sur ce sujet, donc je vais vous parler de cycle économique. La courbe d'inverse, donc la courbe des taux 10 ans moins 2 ans est quasiment inversée. Maintenant, on n'était plus qu'à 6 points de base en clôture hier soir. Et en cours de séance, on a eu pour la première fois un tout début d'inversion. On est passé très temporairement en dessous du zéro sur cet indicateur clé 10 ans moins 2 ans. Donc il faudra attendre sans doute encore quelques jours, peut-être quelques semaines tout au plus, mais ça va vraiment pas prendre longtemps pour voir cette courbe s'inverser franchement. Le compte à rebours vers la prochaine récession, il sera enclenché à partir de ce moment-là. Et en général, donc les inversions sont suivies d'une récession dans un délai de 6 à 18 mois et il y a un marché baissier évidemment associé qui suit. On a un autre indicateur qui ne trompe pas, qui sont les conditions d'achat de biens durables aux États-Unis. Donc ça, c'est l'université du Michigan qui suit cet indicateur, qui réalise l'enquête. Donc vous voyez que les conditions d'achat s'effondrent à un niveau qui est sans précédent sur les 60 dernières années. Et à chaque fois qu'on a eu des effondrements de cette ampleur, il y a toujours eu en même temps ou juste après une récession. Donc on a vraiment un double signal de récession qui est très solide devant nous dans les trimestres à venir. Je dirais que c'est une probabilité qui est supérieure à 90 ou 95%, vu que ces indicateurs ne se sont jamais trompés dans les 50 dernières années. Bon, la seule question maintenant est de savoir si la récession va démarrer dans 3 mois, dans 6 mois ou bien dans 12 mois, mais en tant qu'investisseur à long terme, sur le marché américain, vous devez savoir qu'on va entrer en marché baissier de façon quasi certaine dans moins de 18 mois à présent. Alors le plus probable, ça serait qu'on fasse une figure de sommet en 2022 et qu'on plonge en 2023 vraiment sur les indices US notamment, mais ça peut se retourner plutôt effectivement vu la puissance du signal qu'on a. L'autre fait important, c'est que le cycle économique qu'on a eu depuis la fin du Covid est un des cycles les plus courts des dernières décennies, ou même le plus court des dernières décennies, à l'exception d'une espèce de mini-cycle qu'il y a eu là au début des années 80, et que cette fois, les banques centrales ont zéro marge de manœuvre ou presque pour réagir, puisque les taux sont déjà quasiment à zéro, alors que la courbe est déjà en train de s'inverser, donc elles vont remonter un petit peu les taux.
la récession va arriver et ensuite, tout ce qu'elles pourront faire, ça sera ce qu'elles ont fait pendant le Covid, c'est-à-dire distribuer des chèques aux ménages américains. On aura peut-être des distributions de chèques essence, chèques chômage, chèques tout ce qu'on veut, qui ne feront que poursuivre la poussée inflationniste et la dévaluation notamment du dollar. Donc à long terme, ce mouvement-là, il va évidemment favoriser le pétrole, le gaz, les matières premières, l'or. Donc là, je parle bien à long terme, à échéance de 5-10 ans, en tout cas à échéance de plusieurs années. Il est très possible qu'à moyen terme, c'est-à-dire en première phase de marché baissier, lorsqu'on va entrer en récession, comme ça a toujours été le cas, on voit les matières premières baisser temporairement, le pétrole, le gaz, l'or baisser temporairement parce que la consommation va baisser dans un premier temps. Il y aura un début de refuge vers le dollar qui pourra en tirer profit parce que c'est encore la monnaie de réserve pour quelques années. Mais ensuite, ces tendances, elles ne vont pas durer longtemps et l'impression de monnaie papier que les banques centrales risquent de faire devrait relancer les tendances qu'on voit actuellement de hausse du pétrole et des matières premières. Donc voilà pour ces tendances. En résumé, juste une accélération à attendre de ce qui se passait avant, privilégier la Pologne et l'Europe de l'Est, privilégier les marchés émergents en général, le secteur de l'énergie et de façon plus large, éviter, vu qu'on va entrer en récession dans les trimestres qui viennent, si vous êtes un investisseur de moyen long terme, fuyez absolument toute forme de valeur de croissance chère qui seront les premières victimes du retournement de conjoncture à venir et réfugiez-vous vers des démarches value pure, valeur défensive, donc valeur de rendement, valeur qui présente des bas ratios de valorisation. C'est vraiment ce que je privilégie dans les lettres de conseil que je propose, dans mes formations aussi, et ça va revenir pleinement d'actualité dans les années qui viennent.